Alors, dans le domaine des innovations, on a vu arriver des nouveaux médicaments sur le marché qui sont des médicaments qu'on appelle, nous, des anticorps monoclonaux, que l'on peut utiliser donc chez les patients au stade métastatique. Et on a vu également ce qu'on a appelé des médicaments en thérapie ciblée, qui sont des médicaments qu'on peut utiliser lorsque la cellule mélanique exprime certaines mutations. Mais à côté de ça, on a une autre approche qui est une approche qui vise à partir du système immunitaire du patient. Et ça, c'est très original parce que quasiment en France, elle n'est faite qu'à Nantes. Dans cette approche, on prend les globules blancs du patient, on fait un tri, et parmi ces globules blancs, on va garder ce qu'on appelle les lymphocytes, que l'on va cultiver pour augmenter leur fonction tueuse et en même temps les multiplier. Ça va demander à peu près 1 mois dans un laboratoire spécialisé que l'on a à Nantes. À partir de ce moment-là, on va pouvoir les mettre dans une poche, exactement comme une poche de sang, et les réinjecter au patient dans ses veines. Donc, sur un plan pratique, ce traitement, on a décidé de l'utiliser chez des patients avant qu'ils aient des métastases. Donc, le patient qui a un mélanome peut développer un ganglion dans les mois ou les années qui suivent. On va prendre ce ganglion, le rentrer de manière stérile dans l'unité avec l'aide des chirurgiens, et à partir de ce ganglion, construire ce médicament qui est donc fait de globules blancs tueurs en grande quantité. On les réinjecte aux patients, on les réinjecte en moyenne 1 mois après l'intervention chirurgicale une première fois, et une deuxième injection le 2e mois. L'injection est accompagnée d'un autre médicament qu'on appelle de l'interleukine 2, qui est une simple cytokine qui va simplement augmenter pendant 5 jours le pouvoir de nos globules blancs. Voilà, elle est faite en sous-cutané. Donc finalement, le patient reçoit 2 injections associées à 5 injections sous-cutanées d'interleukine 2 à 1 mois d'intervalle et le traitement est terminé, ce qui est donc très court. Ce que l'on a montré, dans le cadre d'un protocole randomisé, des patients recevaient le médicament, d'autres pas, que les patients qui recevaient ce médicament à base de cellules avaient moins de rechutes et ils avaient une survie qui était prolongée, en particulier quand ils avaient un seul ganglion d'envahi. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est les propres cellules du patient qui vont créer son médicament. Et je ne peux l'injecter qu'à lui, je ne peux pas l'injecter à quelqu'un d'autre. Donc il a déjà ces cellules, moi je ne vais faire qu'augmenter leur activité et leur nombre de manière à ce qu'il en ait plus que les cellules tumorales et qu'elles deviennent de ce fait-là des véritables cellules tueuses pour mon mélanome. Moi, c'est lors d'un contrôle de check-up au centre de santé à Saint-Nazaire qu'il a été découvert que j'avais un grain suspect, donc grain de beauté suspect, donc je me le suis fait enlever et effectivement c'était un grain de beauté qui était malin, mais pas méchant. Donc il a été enlevé et puis après donc ça s'est traduit par des visites semestrielles dans un cabinet de dermatologie à Saint-Nazaire. Et en arrivant en 2004, il a été découvert un autre grain de beauté qui, celui-là, était très méchant. J'étais donc adressé à l'hôpital de Nantes, dans le service du professeur Dreynaud. Et donc, on m'a proposé un protocole de 5 ans dont le traitement était de l'interféron. Donc j'ai dû faire pendant 18 mois des vaccins d'interférons 3 fois par semaine. Ce qui ne m'a pas du tout pénalisé parce que j'ai quand même pu faire des voyages à l'étranger. Donc ça s'est bien passé. J'avais des visites qui étaient très rapprochées au début. Après ça s'est étalé dans le cours des 5 années. Et bon, ça s'est bien passé. Et donc, après, j'ai été suivi de nouveau dans un cabinet de dermatologie dans la région. Et 1 an après, au cours de ces visites, la dermatologue m'a trouvé un ganglion sous l'aisselle droite qui, là,
perturbé un peu. C'est pour ça qu'elle m'a dit, vous retournez sur Nantes. Donc je suis retourné à Nantes et c'est là qu'on m'a proposé un traitement innovant qui s'appelle les TIL. On m'a donc prélevé 9 ganglions et sur ces 9 ganglions, il fallait qu'il y en ait un cancéreux. C'est ce qui s'est produit. Un mois après, je suis retourné pour faire une perfusion avec la culture qui avait été faite. Au bout de ces 2 séances de perfusion, le traitement était terminé. Et donc j'ai poursuivi le protocole avec des visites comme le premier protocole, avec des scanners, des échographies, des bilans sanguins, urinaires et tout. Et sinon, rien de particulier au niveau du traitement, pas de chimio, rien. Et là, j'arrive à la fin de mon 2e protocole qui va se terminer normalement, qui se termine fin décembre. Donc le service d'hématologie clinique du CHU de Nantes s'occupe exclusivement de traiter des maladies graves, des maladies malignes, qui touchent la moelle osseuse, qui touchent le sang et qui touchent le système des ganglions. La moelle osseuse, c'est ce qu'il y a dans tous les os de l'organisme et qui fabrique les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Et à partir de cette moelle osseuse, dans le sang et dans les ganglions, il y a beaucoup de maladies qui sont traitées. Et ces maladies nécessitaient autrefois de la chimiothérapie et uniquement de la chimiothérapie. Alors avec les effets secondaires de la chimiothérapie détruisait les cellules mauvaises, mais elle détruisait aussi des cellules normales. Donc on avait des globules blancs qui étaient très bas, des plaquettes qui étaient très basses, nécessité de transfusion, des risques d'infection. Les chimiothérapies nécessitaient toujours la pose de cathéters, de petits tuyaux pour ne pas abîmer les veines, entraînaient très souvent des effets toxiques à terme de nausées, vomissements, entraînaient aussi systématiquement une perte des cheveux, et donc avec une maladie qui était visible. Quand on traitait les patients, tout le monde se rendait compte que dans l'entourage, il y avait un malade qui recevait une chimiothérapie. Alors, depuis une dizaine d'années, les traitements sont en train de changer. Alors, on a encore recours aux chimiothérapies classiques et elles sont nécessaires dans bon nombre de maladies, mais de plus en plus, on utilise des traitements ciblés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un traitement ciblé? C'est un médicament qui va attaquer uniquement la cellule tumorale, uniquement la cellule cancéreuse, la cellule malade, et qui va épargner les autres cellules de l'organisme. Et donc on va avoir une toxicité beaucoup plus limitée. Cette toxicité beaucoup plus limitée ne va pas se traduire par les effets secondaires à type de nausées, de vomissements, ne va pas se traduire par une perte des cheveux, ne va pas se traduire par une toxicité notamment digestive avec l'envie de vomir, etc. Donc le profil de toxicité de ces nouveaux médicaments est considérablement amélioré. Le fait qu'on ait aussi un traitement ciblé est souvent plus efficace que la chimiothérapie conventionnelle. Dans des maladies qui étaient autrefois réputées comme extrêmement difficiles à traiter, on va utiliser très bientôt uniquement des médicaments par la bouche qui vont, encore une fois, cibler les cellules anormales. Donc ça change complètement la prise en charge des patients. Au lieu de garder les malades à l'hôpital, on va externaliser de plus en plus la prise en charge. On va se trouver vers une prise en charge ambulatoire, avec soit des consultations, soit de l'hôpital de jour, des traitements qui seront pris à la maison en continu. Et donc une révolution qui est en train de prendre forme. Alors encore une fois, toute la chimiothérapie n'est pas, faisons attention au message, toute la chimiothérapie classique n'est pas abandonnée, mais ces traitements ciblés sont probablement l'avenir de la prise en charge en hématologie pour les malades du sang, mais aussi pour beaucoup d'autres cancers. Ma maladie, qui s'appelle une leucémie, a été décelée en fin 1994 par mon médecin traitant, grâce à la découverte du gonflement de ma rate. Il a réagi immédiatement et m'a envoyé voir le docteur Moreau au CHU de Nantes, qui m'a pris en charge rapidement et qui, après un prélèvement sanguin complet, m'a fait suivre un traitement chimiothérapique classique.
Ce traitement ne m'a pas empêché de travailler, j'ai continué à travailler. Et je le faisais moi-même en injectant la chimiothérapie. Donc je faisais mon injection à heure fixe, 19 heures, à l'intérieur, dans la cuisse. À partir de 2003, le professeur Moreau m'a prescrit un médicament qui a ciblé ma maladie. Et ce médicament, je l'ai pris de 2003 à 2014, époque où ma rémission est devenue totale. Pour ce qui est de la thérapie ciblée, c'était beaucoup plus facile que le traitement classique puisque je n'avais qu'une gélule à prendre par jour. Donc actuellement, je me porte bien. Je suis juste moins dynamique que je l'étais auparavant, mais c'est sans doute une question d'âge. J'ai 79 ans, c'est normal. Alors, il y a plusieurs choses. Vous savez que les cancers digestifs, ce sont les cancers qui sont de pronostics très mauvais, en particulier quand ils sont détectés au stade avancé. Donc, le premier enjeu dans ces pathologies, c'est de les détecter le plus tôt possible. Et quand ils sont tout petits, alors là, ils se prêtent au traitement. Tout d'abord, le traitement conservateur qui ne laisse pas les séquelles, ce qui est important, et surtout, qui permettent de guérir les patients. Comme par exemple, il y a de nouveaux tests, les tests sanguins notamment, donc les tests non invasifs, avec une simple prise de sang, on peut déterminer avec une bonne sensibilité les risques de développer un cancer gastrique chez un individu. Donc, en réalisant ces tests, on peut dire, voilà, vous êtes dans un groupe à risque très élevé. Dans ce cas, il est important de réaliser une fibroscopie. Ou bien, vous êtes dans un groupe où le risque est quasiment nul, c'est jamais zéro, mais vraiment minime. Et dans ce cas, on peut dire, voilà, on n'a pas besoin de réaliser cet eczéma dans l'immédiat. Donc c'est le premier élément et on a beaucoup d'espoir. On a actuellement une étude qui est en cours et on essaye d'évaluer, puisqu'on est encore dans le domaine de la recherche, d'évaluer les performances diagnostiques de ces tests. Il s'agit d'une étude de recherche encore, donc on est en train d'évaluer les performances diagnostiques de ces tests, mais ça peut être les tests de l'avenir. Si on fait l'endoscopie, alors là, on a également de nouvelles techniques, les techniques d'endoscopie qui nous permettent de regarder et de voir de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus détaillée, quasiment à l'échelle microscopique, la muqueuse gastrique, la muqueuse de l'œsophage, et de détecter les petites lésions qui ne seraient pas visibles avec les techniques standards, et ensuite de les enlever avant qu'elles se transforment en cancer plus agressif. L'élément très important, je crois qu'il faut souligner, c'est que dans les cancers digestifs, il ne faut pas vraiment attendre l'apparition des symptômes graves. Quand on commence à maigrir, à peut-être 10 ou 15 kilos, qu'on a des douleurs insupportables, très souvent, ce sont des symptômes de lésions déjà évoluées. Et le plus souvent, ce sont des lésions qui sont difficiles à traiter. Et notre chance de guérison, elles ne sont pas nulles, hein, parce que nous avons également les approches, de nouvelles approches dans le traitement de cancers avancés. Mais évidemment, nos chances de guérison sont beaucoup moins bonnes que dans les lésions précoces. Si vous avez le cancer de l'estomac dans la famille, votre père, votre mère, ou la tante ou les parents, là, il est très clair qu'il faut absolument venir voir le gastroentérologue qui va lui proposer l'eczéma. Si vous avez parfois, il y a des patients qui le savent. Ils ont une notion qu'ils peuvent avoir la bactérie, qu'il y a des années, ils ont fait l'eczéma, ils ont la bactérie, en particulier une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori, qui se trouve dans l'estomac. C'est très particulier parce qu'on ne trouve pas ailleurs que dans l'estomac. Et cette bactérie, cette infection qu'on attrape très tôt dans l'enfance, elle reste toute la vie et elle travaille. Petit à petit, elle provoque les dégâts dans notre estomac. Tout d'abord une petite gastrite qui ensuite peut se transformer en une gastrite plus profonde. Et enfin, si on n'intervient pas, si on n'enlève pas la bactérie, eh bien, petit à petit, après des années, ça peut se transformer en cancer. La recherche de ce fameux Helicobacter pylori est très importante. Surtout si, et sans qu'on le sache d'ailleurs, on peut avoir des antécédents. Or, mon papa, il avait, justement, mon père, il avait ces reflux, aussi d'un cancer de l'estomac, donc, qui naturellement n'a pas été diagnostiqué, puisqu'il n'y a pas eu de recherche, il n'y a pas eu de traitement, rien du tout. Et à partir du moment où il commence à vraiment être catastrophique, c'est terminé, c'est trop tard. Quand on sait que dans la famille ou d'autres ont ce même problème, et surtout si ces symptômes persistent et réapparaissent de plus en plus fréquemment, là, il ne faut pas hésiter.
ne faut pas hésiter, il faut aller voir son généraliste, c'est rien, on fait cette recherche. Ah, s'il est présent deux antibiotiques, c'est 2 antibiotiques qui sont pris, c'est facile à prendre, et ça l'élimine automatiquement. Moi, je peux dire que c'est le CHU qui m'a sauvée. D'abord par la prise en charge, dès le départ, avec les examens. Ensuite, le professeur Matissiac, qui est extraordinaire, qui m'a expliqué le traitement, les effets secondaires, que ça allait être plus ou moins dur, ça dépend, comment on réagit à la chimio. Et ce qu'il y a, c'est que la chimio a provoqué des hémorragies au niveau de la rate. Donc on m'a fait une spléectomie aussi. Donc on m'a enlevé la rate aussi. Donc tout ça, il n'y a aucune séquelle, il n'y a aucune conséquence, il n'y a rien, c'est fabuleux. J'estime que quand on commence à avoir ce genre de problème, de bassine, il faut quand même aller à l'hôpital. Que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, que ce soit les aides, tout le monde. Tout le monde est franchement extraordinaire. Et moi, je les remercierai jamais assez. Alors, les cancers des voies digestives supérieures, cancers ORL, restent fréquents. Et malheureusement, leur prise en charge est souvent lourde parce que le diagnostic est un peu tardif. Et les patients ont donc des tumeurs qui nécessitent qu'on les traite de façon efficace et donc souvent assez large. En pratique, il est souvent indispensable de faire un traitement chirurgical, c'est-à-dire d'enlever la tumeur. L'ablation de la tumeur, c'est ce qui permet souvent la guérison, en complément d'autres traitements qui peuvent être la radiothérapie et la chimiothérapie. Mais la chirurgie, ça reste quand même l'essentiel du traitement pour beaucoup de ces tumeurs. On se retrouve donc face à des patients qui vont avoir une perte de substance, c'est-à-dire qu'ils vont perdre une partie de leur structure de la face, du cou, et qu'il est indispensable, après les avoir guéris de leurs lésions, de réparer. Alors bien sûr, la réparation doit être quelque chose d'absolument parfait sur le plan de la fonction pour que les patients soient le moins gênés possible. On a aujourd'hui plusieurs types de nouveaux traitements, en particulier des traitements qui sont récemment mis en place, qui ont été utilisés dans d'autres spécialités, comme la chirurgie robotique. L'intérêt de la chirurgie robotique, c'est d'utiliser la voie d'abord qu'offrent les voies naturelles, la bouche, le pharynx par exemple, pour rentrer dans l'intérieur des voies aérodigestives supérieures et aller retirer avec un robot cette lésion en laissant un minimum de séquelles. Des minimums de séquelles, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir s'alimenter, parler, s'alimenter le plus normalement possible. Et on va utiliser des instruments qui sont robotisés, qui sont tout petits et qui sont commandés à distance par le chirurgien, de façon à être extrêmement précis, enlever toute la lésion, mais uniquement la lésion pour laisser un maximum de structure noble et faire, si possible, aucune cicatrice. L'intérêt du robot, c'est que pour un nombre important de patients, on va avoir une reprise d'alimentation qui va se faire parfois le jour même, parfois 2 ou 3 jours après, là où auparavant on avait besoin de 15 jours, parfois 3 semaines avant de reprendre l'alimentation. Par ailleurs, compte tenu des voies d'abord qu'on utilisait auparavant, avant d'utiliser le robot, il était parfois nécessaire d'avoir des techniques très invasives, très lourdes. Les patients ne pouvaient pas respirer, parfois même on devait recourir à une trachéotomie, ce qui est en général plus nécessaire quand on fait une chirurgie au robot. Alors dans le même ordre d'idée, quand on doit réparer une perte de substance, en particulier quand il s'agit d'os, de grosses pertes de substance au niveau de la mâchoire, au niveau de la face, au niveau des os de la face, eh bien on a des pertes de substance qui peuvent être extrêmement dommageables sur le plan des cicatrices, mais aussi sur le plan de la fonction, car ces os participent à l'insertion des muscles qui vont permettre de déglutir, par exemple. Auparavant, on le fait encore quand c'est nécessaire, mais on avait l'habitude de recourir à des greffes osseuses qu'on allait prendre au niveau de la jambe, qu'on allait prendre au niveau du bassin, par exemple, qui étaient très lourdes parce que nécessitant des cicatrices importantes au niveau du site d'honneur, des douleurs, bref, des chirurgies qui étaient assez lourdes. Et donc tous ces travaux qui ont été menés au sein de l'INSERM depuis près de 15 ans maintenant nous ont amené à proposer aux patients de nouvelles perspectives de traitement qui sont actuellement des traitements que l'on peut proposer aux patients mais dans le cadre de ce qu'on appelle des essais cliniques, c'est-à-dire qu'on évalue l'efficacité de ces traitements et qui peuvent permettre par exemple d'associer des matériaux synthétiques qui ont été mis au point depuis une quinzaine d'années ici à Nantes, auxquels on va associer, parce que le matériau c'est pas suffisant sur des gros volumes, on va associer des cellules, les cellules du patient qu'on va prélever, qui sont des cellules capables de donner des progéniteurs osseux par exemple, donc des cellules souches, des cellules qui vont provenir du patient lui-même et capables en contact avec ce matériau de se différencier en cellules osseuses. Et pour certains patients, on a pu commencer à proposer non pas de prélever une greffe à distance, par exemple au niveau d'une jambe ou d'un bassin, mais de prendre ce tissu synthétique, d'y associer simplement par une petite ponction de moelle des cellules qu'on associe au matériau et qui vont permettre de remplacer la mâchoire de certains de ces patients. Donc à la suite d'une radiothérapie importante pour le traitement d'une tumeur cancéreuse, j'ai eu une radionécrose, c'est-à-dire un dysfonctionnement du tissu osseux
Et il a fallu faire un curetage, supprimer toutes les parties qui étaient mauvaises, entre guillemets, puis remplacer ces parties de manière à consolider l'os pour pouvoir mettre une prothèse dentaire et retrouver une mastication normale. Donc traditionnellement, ces greffes se faisaient par un prélèvement d'un petit bout d'os sur le tibia, par exemple, et réimplantation dans la mâchoire. Là, pour éviter cette nouvelle opération et ce prélèvement, il a été expérimenté par les services du CHU, il a été expérimenté un système de biogreffe avec un matériau tout à fait externe au corps humain qui est réimplanté, qui a été réimplanté pour moi dans la mâchoire et qui s'est par la suite consolidé, vascularisé et qui fait parfaitement office d'os et qui me permet d'avoir maintenant une vie tout à fait normale. Voilà ce qu'on peut en dire. L'opération est rapide et la consolidation se fait environ en 3 mois. La seule chose que je puisse rajouter, c'est un grand merci à toutes les équipes qui me permettent d'une, d'être en vie et de deux, d'avoir un confort de vie important. Voilà. On m'a diagnostiqué une tumeur cancéreuse à la base de l'amygdale gauche en fin février. Et à la suite de ça, j'ai été prise en charge par le CHU, par le professeur Mallard, qui a d'abord pratiqué un examen en ambulatoire sous anesthésie générale pour examiner la tumeur, l'étendue de la tumeur et la manière dont il faudra intervenir par la suite. Et une semaine après, j'ai été opérée. J'ai été opérée donc par l'équipe et le professeur Mallard par une technique qui à mes yeux est géniale, c'est-à-dire un robot, ce qui a évité tout un tas de mutilations, à savoir que, pour que les mains d'un praticien puissent accéder à une tumeur qui se trouve juste derrière les dents, et il aurait bien fallu déblayer le terrain, et donc scier la mâchoire notamment, et bon, avec tout ce que ça peut engendrer comme mutilation et comme séquelles derrière, même si je pense, j'en sais rien finalement, mais je pense qu'il y a des chirurgies réparatrices derrière. Mais bon, et ça, si cette tumeur était apparue il y a peut-être 1 an ou 2, j'aurais pas pu y couper. Or là, après l'examen en ambulatoire, le professeur Mallard m'a annoncé que ce serait le robot qui pourrait m'enlever cette tumeur. Enfin, le robot pas tout seul, hein, derrière il y avait effectivement le professeur. Mais bon, voilà, et c'est ce qui a été fait fin mars. Donc en fait, tout ça a été très vite. Entre la détection de la tumeur et l'intervention, il y a eu 1 mois à peine. Et j'ai été hospitalisée au CHU. La tumeur a été enlevée, plus les ganglions, tous les ganglions lymphatiques qui se trouvent à gauche de ma gorge. Bon, j'ai une cicatrice qui se voit déjà à peine. Donc, ça ne me pose vraiment pas un gros problème. Et mon hospitalisation par-dessus le marché a été de 4 jours. Donc, quelque chose qui a été rapide. Une prise en charge très rapide et une prise de décision extrêmement rapide aussi. Et ce qui est génial aussi, c'est parce que, un cancer, ça fait tellement peur, forcément, autant à vous qu'à votre entourage d'ailleurs, que quand les choses vont vite, finalement, vous n'avez pas le temps de cogiter, ça s'enchaîne. Ça a été, je crois, le jour de l'annonce qui a été le plus dur. Et après, vous êtes parti dans un processus qui fait que, en tous les cas pour moi, ça s'est fort bien passé. J'ai une chance fantastique. J'ai reçu la lettre du professeur Mallard le 18 avril, donc suivant, c'est le jour de mon anniversaire, et qui m'annonçait que les examens, il avait reçu tous les examens
d'analyse de ma tumeur et qu'il n'y aurait pas besoin de radiothérapie derrière, qu'une simple surveillance suffisait. C'est, je vous dis, enfin, quasi miraculeux, quoi.